eucharistique en pensant particulièrement à Edith Lucie Bongo Ondimba et aussi à son époux. Derrière Omar Bongo Ondimba, feu chef de l'État, se cachait une grande femme, Edith Lucie Bongo Ondimba. Son ambition était de faire de la femme une personne à part entière dans le cadre de son engagement tout azimut, quels que soient les secteurs, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan social, culturel, sportif, politique, économique. Économique en faisant en sorte qu'elle s'autonomise, qu'elle arrive à se prendre en charge pour pouvoir s'occuper de sa famille. Sur le plan social, qu'elle apporte un peu d'elle-même, de son cœur, de son temps, aux personnes qui sont en détresse, aux personnes qui sont démunies. Sur le plan sportif, pour qu'elle soit aussi parmi celles-là, comme toutes les autres femmes à travers le monde, qui ont remporté des compétitions et ramené dans leur pays des trophées en étant les ambassadrices de ces pays et dans tous les secteurs. Et je pense, sans risque de me tromper, qu'elle a partagé cette ambition avec l'ensemble des Gabonaises et des femmes sur la terre. Dans cette cathédrale, Sainte-Marie Notre-Dame de l'Assomption, le nom d'Edith Lucie Bongo Ondimba a été sanctifié. Plusieurs autres personnalités de la République assistaient à cette messe en mémoire de ce qu'elle a été, première dame de la République gabonaise. Edith Lucie Bongo Ondimba a légué à la postérité une œuvre incommensurable. Les Gabonais se souviennent toujours de cette dame au destin exceptionnel, Patrick Simangoy. La nouvelle était tombée comme un couperet ce 14 mars 2009, annonçant le décès de l'ex-première dame du Gabon, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, dont l'amour pour les enfants en détresse était plus qu'une passion. Le Gabon s'est réveillé ce 14 mars 2012 avec encore le souvenir inoubliable laissé par cette grande dame qui a su jouer sa partition aux côtés de son époux El Hadj Omar Bongo Ondimba. La construction de la fondation Horizon Nouveau en est une illustration parfaite. Je suis une femme accomplie et je rêve que mon Afrique est belle. Cependant, une épouse de chef d'État, et sur ce continent peut-être plus qu'ailleurs, est constamment sollicitée par les problèmes sociaux divers que rencontrent les populations. Parmi ceux-ci, mon attention est attirée par de nombreux cas d'enfants non scolarisés et peu pris en charge sur le plan médico-social du fait de leur handicap. Après des mois de travail et d'innombrables sollicitations, je réalise qu'au Gabon, la surdité, l'autisme, la trisomie, la déficience intellectuelle et la cécité nous interpellent. Il est temps d'agir vite. Le projet prend forme, c'est décidé. Edith Lucie Bongo Ondimba, 3 ans déjà, c'est comme si elle avait quitté hier ceux qui l'ont aimée pour cette nouvelle vie. Les actions de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, tout comme sa voix et son sourire, sont depuis 3 ans gravés dans les cœurs des Gabonais et de tous ceux qui l'ont connue. Comme lors des obsèques de l'ex-première dame du Gabon, le pays tient en ce jour mémorable à rendre un hommage mérité à cette grande dame, mère qu'elle était. Maman Edith, nous te demandons de continuer à veiller sur nous de là où tu te trouves depuis 3 ans. Ton combat contre le VIH et pour une enfance bien éduquée se poursuit sans toi. Le Gabon ne t'oubliera jamais. Merci Patrick pour toutes ces précisions sur un tout autre plan. Conformément au cahier de charges élaboré par le gouvernement, les 2 dernières turbines destinées à alimenter la centrale thermique à gaz d'Ovendo qui doit fournir l'électricité à la zone économique spéciale d'Uncock ont été installées. Une opération délicate qui vient de boucler un projet majeur pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le regard d'Edgar Djembi-Doukaga de notre rédaction. Porté par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour garantir en électricité les entreprises attendues sur la zone économique spéciale d'Uncock en périphérie sud de la capitale gabonaise, le projet de la centrale thermique à gaz d'Ovendo est un véritable enjeu socio-économique. Ces dernières heures, le projet est entré
dans sa phase ultime. Nous sommes maintenant dans une phase qui est très importante pour le travail qu'on fait ici. C'est les derniers quelques jours qu'on est en train de faire venir le groupe, qu'est-ce qu'on appelle le générateur, de le fournisseur MAN. Et c'était venu il y a quelques jours ici à la porte de Owendo. Et depuis, on est en train de le faire venir de la porte de Owendo jusqu'à ici au site. Ce sont les groupes pour la deuxième phase d'ailleurs. L'objectif à terme est d'optimiser la capacité en énergie fournie par cette centrale, dont le fonctionnement doit aussi garantir la préservation de l'environnement. Une fois que tous les 4 moteurs qui sont là, on va avoir 70 mégawatts tout ensemble. Outre les offres d'emploi depuis 2010, le projet remarquablement exécuté par le groupe israélien Télémania a créé des opportunités profitables aux populations installées dans la zone d'Alenakiri, jadis privées de tout. Une route pavée, l'accès à l'eau potable et surtout à l'électricité. Un autre centre d'intérêt concerne ce soir le ralentissement des travaux des différents échangeurs de la capitale gabonaise. Et avant la canne orange 2012, tout allait vite. Aujourd'hui, malheureusement, les travaux piétinent. Question, est-ce que ces différents échangeurs seront livrés comme prévu au mois de mars? Le sujet est commenté par Léa Bifan. Plusieurs heures d'attente pour traverser les échangeurs en chantier sur la voie express de Libreville. Des embouteillages qui n'ont rien à voir avec les travaux de construction des échangeurs à Iaï, Nzengayon et Charbonnage. C'est le pas de fourmi qui est mis en valeur. Les travaux s'effectuent donc au rythme de la marche des fourmis. À peine 3 ouvriers pour le design de l'ouvrage. Les autres employés sont au repos et les engins font la sieste. L'accélération des chantiers se faisait en mode Coupe d'Afrique des Nations. Après la canne, vivent les vacances. Bien avant la canne, les travaux étaient vraiment accélérés, puis après il y a eu un temps mort. On ne comprend pas pourquoi il y a le temps mort. Déjà, si vous essayez de regarder, il y a des coins qui ne sont pas toujours bitumés. Et à chaque fois, même qu'il y a souvent des travaux, parfois les caterpillars sont abandonnés, il y a tellement de choses qui traînent, qui n'avancent pas. Je crois que le gouvernement est bien placé pour mettre la main à la pâte, pour qu'il trouve une solution à ces problèmes. Mais depuis là, on remarque que vraiment rien n'avance. Le haut, tantôt on dit on arrête les travaux pour un week-end pour arranger, tantôt on dit non c'est bon, tantôt mais là, franchement là, ça n'avance plus. Mais l'heure n'est pas au congé car la livraison définitive de ces chantiers est prévue pour ce mois, même si elle devient mitigée. Les échangeurs de Iaï, Nzengayon et Charbonnage ont encore du boulot. Les giratoires inachevés, les accessoires absents et Monsieur Insalubrité dicte désormais sa loi sur ces sites. Alors, que faire ? Par ailleurs, c'est à croire que les femmes commerçantes ont signé un pacte avec les trottoirs malgré les différentes opérations de déguerpissement initiées par la mairie de Libreville. Rien n'a changé. Le constat est fait ici par Pélagie Mboué. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, à beau chasser le naturel, il revient au galop. Les commerçantes des petits commerces rebelottent aux abords des échangeurs en construction. Les squatters ont retrouvé les trottoirs pour écouler leurs produits vivriers, une attitude qui se contamine d'un quartier à un autre malgré certains marchés existants déjà. Lesquels marchés ces femmes refusent de s'installer. De l'échangeur des charbonnages à l'échangeur de Iaï, en passant par celui de Nzengayon, ces commerçantes abondent les alentours, obstruant le passage des riverains. Seulement, aux côtés de ces carrefours, plane certainement une insécurité qui ne dit pas son nom, avec en prime le manque de box ou d'espace bien aménagé pour cette tâche quotidienne. Dans tous les cas, les services de la mairie continuent à prélever des taxes sur le terrain, des actes qui foulent aux pieds les décisions prises par les plus hautes autorités et qui encouragent ces femmes à exercer de manière illégale dans ces espaces. Et pendant notre passage dans un de ces lieux, un geste technique aura suffi à un des agents de la mairie pour relâcher une de leurs proies.
Au fait, à qui incombe la responsabilité dans cette affaire? Comme quoi, l'habitude est une seconde nature. Des invités dans ce journal, le premier, M. Christian Abiagué, président de SOS Consommateurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous êtes ici pour nous parler de la célébration de la journée mondiale des droits du consommateur. Alors pensez-vous que les droits des consommateurs sont respectés dans notre pays ? C'est à chacun d'y donner sa réponse, mais de notre point de vue, en tant qu'organisation de défense des consommateurs, les droits des consommateurs ne sont pas encore intégralement reconnus au Gabon. Nous pouvons le dire comme ça. Et alors que c'est depuis 1983 quand même que cette journée mondiale est institutionnalisée pour donner l'occasion aux consommateurs de rappeler aux États, au gouvernement et aux opérateurs économiques qu'ils ont un ensemble de droits qui sont universellement reconnus depuis l'Assemblée générale des Nations unies de 1985 et que nous exigeons en tant qu'organisation de défense des consommateurs et en tant que citoyens et donc acteurs importants de la scène économique du marché, que ces droits soient respectés. Est-ce que vous pensez que quelque chose va changer quand on sait qu'au Gabon, le panier de la ménagère est toujours de plus en plus vide à cause de la cherté de la vie? Oui, le panier de la ménagère est de plus en plus vide. Et vous avez vu que depuis en 2008, la révolte des paniers vides a permis quand même aux consommateurs du Gabon, aux citoyens, d'élever le ton sur cette question du pouvoir d'achat. Et depuis, il y a des mesures qui sont prises, mais il semble-t-il insuffisantes, parce que de notre point de vue, c'est une question de structuration du marché. Le Gabon, qui dépend à plus de 80% de l'extérieur, pratique malheureusement une politique fiscale qui n'est pas adaptée à son contexte économique. Et ça, c'est notre point de vue. Il appartient donc au gouvernement, après moult réflexions, de prendre des mesures de réforme qui vont amener à stabiliser le marché en tenant compte de ce que nous produisons ou ne produisons pas, mais essentiellement de ce que les Gabonais consomment en priorité. Maintenant, quand vous regardez, vous m'avez posé la question de savoir si les droits des consommateurs étaient reconnus. Depuis quelques heures, depuis bientôt 24 heures, il y a des milliers de ménages, par exemple, qui sont plongés dans l'obscurité dans Libreville. Mais je vais vous dire, ce qui est préoccupant, c'est que le préjudice est consommé, que nous avons des Gabonais dans leur maison qui font des emplettes pour un mois, une seule fois le mois, parce que leur revenu le leur permet, que malheureusement ces Gabonais vont être ruinés de leur popote et que personne ne pourra réparer ce dommage qui leur est causé. Une agence de régulation a été créée qui aurait pu connaître de tels litiges, mais elle n'est pas opérationnelle à ce jour. Et là, le gouvernement est interpellé encore une fois. Sur la question du pouvoir d'achat, voilà où nous en sommes. Et également sur la question du respect des droits des consommateurs, ou la prise en compte de façon générale de l'opérateur, du consommateur en tant qu'agent économique. Alors, revenons au factuel. Demain, vous célébrez votre journée. Sur quel thème? Sur le thème des services financiers éthiques, équitables, accessibles à tout le monde. Le constat est fait à travers le monde, notamment, pour vous prendre ce qui est d'actualité, la crise en Europe, c'est une crise de la spéculation financière. Et les experts sont unanimes à reconnaître que nous avons intérêt à faire désormais attention. Ici, au Gabon, notre problème par rapport aux banques et par rapport aux services financiers de façon générale, c'est que ils sont mal connus, les services financiers sont mal connus, et que surtout les services bancaires ne sont pas accessibles, et le taux de bancarité est assez parlant là-dessus. Lorsque les banques clament leurs bonnes affaires, il est intéressant que l'État et les citoyens regardent ce qui est fait, puisque nous ne pouvons pas mobiliser l'épargne locale. D'ailleurs, lorsque les statistiques officielles révèlent que nous dépensons 96% de nos revenus à la consommation, ça veut dire qu'il est difficile de mobiliser une épargne locale. Ça veut dire par ailleurs qu'il y a des efforts à faire pour que les Gabonais aient accès à un crédit à la consommation éthique,
et que les Gabonais... Est-ce que vous menez des actions concrètes dans ce sens? Des actions concrètes, c'est notamment les réflexions auxquelles nous participons avec les administrations techniques. Je vous dis que depuis 2010, nous avons par exemple mené une caravane d'information. On parle d'éducation financière qui a touché plusieurs agents de l'État et je vous dis la conséquence a été que la Direction générale de la concurrence et de la consommation a enregistré en moins de 2 semaines plus de 1000 dossiers qui devaient être enregistrés dans le contentieux pour les mauvais crédits et des cas d'arnaque divers. Vous avez 1 minute pour conclure. 1 minute pour conclure, pour dire que la Journée mondiale des droits des consommateurs est institutionnalisée à travers le monde et il faut que le gouvernement du Gabon prenne en compte les intérêts des consommateurs. Cette année, nous allons encore parler de la situation financière des ménages, mais pour dire que les Gabonais ont droit à des services bancaires éthiques, équitables et accessibles à tout le monde. Et c'est pourquoi nous allons organiser une petite collecte des données pour voir quelle est l'opinion des clients de banque. Nous avons dit donner une note à votre banque. Cet événement démarre demain matin à la case d'écoute de derrière la prison et nous irons vers les ménages pour recueillir leur opinion sur la façon dont ils perçoivent les offres de crédit, les offres de services et de produits qui leur sont faites par les banques au Gabon. Merci Monsieur Abedi d'être passé nous voir. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur et son délégué étaient ce matin à la Direction générale de la documentation de l'immigration. Le fonctionnement de cette entité stratégique a constitué la trame de cet échange sur les lieux. Rodrigue Tessamwanga. Au commandement en chef des forces de police nationale, le rituel est le même ici à la direction de la documentation et de l'immigration. Paul Mondjo Boukila, le directeur général de la DGDI, reçoit pour la première fois les autorités du ministère de tutelle. Jean-François Ndongo et son délégué chargé de la sécurité publique, Aimé Popanzouti Mouyama. Un petit entretien aux allures de huis clos à l'abri des caméras, puis cette séance de travail qui a favorisé les échanges. La DGDI se tient au garde à vous pour vous écouter décliner votre vision et les missions qu'il vous plaira de lui confier. Les questions liées à la délivrance des documents, tels que la carte de séjour, ont été abordées. Je suis venu parler de tous ces sujets avec les fonctionnaires de la police qui sont affectés à la direction générale de la documentation pour voir quelle est la politique d'immigration que nous allons suggérer au Premier ministre et au Président de la République, comment nous allons sécuriser nos frontières, quelle est la qualité des documents et la célérité de la délivrance de ces documents à nos concitoyens et quel est le professionnalisme que nous devons montrer à nos concitoyens pour mieux les servir. Nous avons un seul décret qui réglemente la délivrance de la carte de séjour à ceux qui souhaitent résider sur notre territoire. Lorsque quelqu'un est rentré sur notre territoire de manière clandestine, qu'il est resté assez longtemps sur le territoire et qui présente des conditions suffisantes pour qu'on délivre la carte de séjour, nous pouvons arriver à régulariser cette situation. La politique de délivrance de carte de séjour ne change pas, elle est la même. Cette visite a également vu la présence du commandant en chef des forces de police nationale, le général de brigade Léon Mistoul. Et puis la commission des droits de l'homme présentée au ministre de tutelle ce matin au cours de cette séance de travail. L'examen des droits du citoyen a été largement évoqué. Léa Bifane. Faire asseoir, mais surtout faire connaître la Commission nationale des droits de l'homme est l'option choisie par les membres de cette structure qui sont venus présenter au ministre de la Justice chargé des droits humains, Ida Areteno Assouboué, le bien fondé de cette commission au Gabon. Il fallait effectivement lui présenter cette structure, cette institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, lui dire que cette commission répond à des normes internationales dont les principes de Paris constituent la trame, sinon la philosophie même, l'instrumentum
principal sur le plan international et qu'il fallait absolument que la Commission fasse tout pour s'arrimer à ces principes de Paris qui sont fondateurs d'un certain nombre d'exigences au plan international. Voilà. Le droit, rien que le langage du droit, est ce qui va guider l'action de la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme est une autorité administrative indépendante, une AAI. Et en tant que telle, elle accompagne, si vous voulez, le gouvernement dans sa politique de promotion et de protection des droits de l'homme. Elle conseille le gouvernement. Elle est une vigie devant les violations des droits de l'homme. Elle fait des rapports aux autorités politiques. Elle fait également, elle assiste dans la rédaction des rapports au plan international, notamment par le Gabon. C'est une institution importante et qui a sa place dans le concert institutionnel gabonais. En fonction, depuis un mois environ, le bureau de cette commission entend ouvrir son siège dans les tout prochains jours afin de remplir leur devoir de défenseur du citoyen. On en vient à cette réunion préparatoire à l'exercice sur le plan d'urgence nationale du Gabon contre la pollution par des hydrocarbures, rencontre présidée par le ministre Luc Oyoubi, le compte rendu de Steve Chivarol Ndumbenini. En tant que pays producteur de pétrole et bénéficiaire d'un littoral important n'est pas à l'abri d'une catastrophe écologique. C'est pour se prémunir contre un tel risque que le tandem Luc Oyoubi, ministre en charge du développement durable, et son délégué Désiré Guédon ont convoqué cette réunion. Elle vise à préparer l'atelier et l'exercice relatif au plan d'urgence national du Gabon contre la pollution par des hydrocarbures et autres substances nuisibles. Libreville et Port-Gentil sont les théâtres retenus pour le déroulement des deux événements qui se tiendront du 19 au 23 mars sous la coordination de la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature. C'est un exercice que nous préparons avec le concours de l'industrie pétrolière internationale, de l'Organisation maritime internationale, des pétroliers locaux, des administrations entièrement impliquées dans les questions liées au transport maritime. L'exercice nous permettra ici de développer ou d'appréhender certains comportements, de développer certains réflexes liés à la lutte en situation de crise. Il est évident aussi de souligner qu'aucun pays au monde, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 2 ans avec le Deepwater, cette plateforme qui a explosé et qui a laissé fuir une quantité mais vraiment astronomique d'hydrocarbures. Ce qui se passe ailleurs peut aussi se passer chez nous, même si nous n'avons peut-être pas les moyens nécessaires en quantité, mais nous devons avoir les réflexes qui sied en cas de situation de sinistre. Il est à noter que l'exercice sur le plan d'urgence national du Gabon contre les pollutions par des hydrocarbures et autres substances nuisibles aura pour cadre la capitale économique Port-Gentil. Il consistera en la simulation de plusieurs accidents écologiques impliquant les hydrocarbures. La mise à jour et le test de ce plan d'urgence national sont entre autres les objectifs visés par le dit exercice. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Julien Nkogé-Bekale, s'est entretenu ce jour avec la représentante de la FAO Zone Afrique. Les deux personnalités ont longuement évoqué la mise en œuvre du plan agricole dans notre pays, ce qui nous permettra dans quelques années d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Yves Gislem Mitumba. La rencontre qui intervient au lendemain de la composition du gouvernement Raymond Donsima a permis aux deux personnalités d'évoquer de manière liée à la santé du secteur agricole au Gabon. Maria Elena Semedo est allée exprimer à Julien Nkogé-Bekale la volonté de la FAO d'accompagner notre pays dans son programme agricole. On est dans une sous-région, dans un espace géographique où on a toutes les potentialités pour que l'agriculture soit vraiment un des piliers de développement économique.
Malheureusement, le forêt a pris cette priorité, mais je pense que maintenant il y a une conscience qu'il faut faire un développement équilibré. Ce n'est pas un en dépit de l'autre. C'était une visite pour le féliciter, le Gabon qui a défini l'agriculture maintenant comme sa 4e priorité au niveau des priorités de développement économique, ce qui montre vraiment l'importance attachée à ce secteur. Et dans ce cadre, assurer à M. le ministre, en tant que FAO, en tant que conseiller, ses premiers conseillers dans le domaine des choix agricoles et des politiques à définir, que nous serons à ses côtés pour le supporter à bien réussir la mission qu'il a confiée son Excellence, Monsieur le Président de la République. Rappelons que le Gabon importe annuellement pour plus de 200 milliards de produits alimentaires et c'est donc dans l'optique d'aider notre pays à réaliser son programme de sécurité alimentaire que l'organisation entend lui apporter son expertise. Au cours des échanges, le ministre de l'Agriculture était entouré du ministre délégué et de leurs plus proches collaborateurs. Ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du commerce, le professeur Fidèle Mengue Mengwa, désormais dans ses fonctions. La cérémonie de passation de service a été présidée hier par le secrétaire général du gouvernement, Pacom Moubele, Lorna Awanji Yvette Okosa. Fidèle Mengue Mengwa, professeur des droits publics, est le nouveau patron du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du commerce. Il hérite d'un département essentiel pour le développement de l'économie gabonaise. Il arrive au moment où les PME gabonaises se démènent à trouver des parts de marché dans un contexte concurrentiel. En tout cas, plusieurs autres grands dossiers relatifs à l'artisanat et au commerce attendent le nouveau ministre. J'arrive dans une maison où je ne connais rien du tout. J'ai l'espoir que chacun à son niveau contribuera à former l'apprenant que je suis. Donc, je viens à votre école, je rencontrerai mes principaux collaborateurs après la cérémonie pour qu'ils me fassent déjà un bref exposé des questions que nous aurons à résoudre ensemble. Comme les autres départements ministériels, celui des PME va élaborer également son programme d'activité pour répondre à l'exigence du projet stratégique Gabon émergent. Nous recevons également sur ce plateau M. Simon Djembi Mouili, le représentant de la commission de la CEMAC en République gabonaise. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous êtes là pour nous parler des journées CEMAC qui seront célébrées à Libreville les 15 et 16 mars. Monsieur, le sens de ces journées CEMAC? Je vous remercie madame d'avoir bien voulu accepter de me recevoir sur ce plateau. Sur un plan strictement contextuel, les journées CEMAC représentent un tournant historique décisif dans l'évolution du processus d'intégration de notre sous-région. En effet, c'est un 16 mars 1994 en N'Djamena que les chefs d'État se sont réunis et ont à cette occasion réaffirmé leur volonté de redynamiser le processus d'intégration qui marquait le pas dans le cadre de l'Union douanière économique d'Afrique centrale, l'ancienne UDEAC, pour créer la CEMAC. D'accord. Alors donc, demain et le 16, vous organisez ces journées. Qu'est-ce que vous avez au programme? Qu'est-ce qui sera fait? Les journées vont s'étaler sur 2 jours. Oui. Elles commenceront le 15 mars, elles se termineront le 16. Dans la journée du 16, qui sera consacrée à la journée d'ouverture des journées, nous aurons 2 activités phares. La première concerne le mot d'ouverture qui sera prononcé par le ministre de l'intégration régionale. Et la deuxième phase de cette importante journée d'ouverture sera ponctuée l'organisation d'une foire d'exposition et d'animation culturelle
qui verra la participation active des ressortissants des différentes communautés qui font la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elle aura lieu où la foire? Cette foire aura lieu dans le hall et dans la grande salle de réunion du Sénat. D'accord. Elle aura lieu de 10h à 10h40. Elle sera suivie d'un cocktail. Et ensuite, le 16 mars, sera ponctué d'une manifestation phare également qui est importante parce qu'il s'agit là du thème que nous avons retenu cette année quant à l'organisation de ces journées CEMAC. Le thème est la libre circulation dans l'espace CEMAC. Comme vous le savez, le monde est devenu aujourd'hui un grand village planétaire. Il est important qu'il y ait un brassage des populations et une interpénétration des cultures. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité en zone CEMAC, qu'on peut circuler librement, partir du Tchad au Gabon sans problème? Sur le plan normatif, c'est une réalité, mais maintenant, pour que cela soit une réalité dans le vécu quotidien des populations, il y a un problème qui se pose, celui essentiellement de la mise en application des textes qui existent déjà. Et c'est pour cette raison que le thème de cette année a été choisi, la libre circulation dans l'espace CEMAC, simplement pour permettre d'identifier les différents obstacles qui freinent la mise en œuvre de la libre circulation et pouvoir trouver des alternatives crédibles pour que la libre circulation soit effective dans le vécu quotidien des populations de la sous-région. Vous allez parler d'RCEMAC? Nous parlerons d'RCEMAC, certes, puisque vous savez que sur les 6 États de la communauté, il y a 2 qui sont enclavés, notamment la République centrafricaine et le Tchad. La compagnie aérienne communautaire RCEMAC est une compagnie qui doit pouvoir voir le jour. Un certain nombre de dispositions ont été déjà prises. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter le passeport CEMAC également. Il sera question de cela. Et c'est pour cette raison que nous invitons, pour ne pas tellement aiguiser ici sur ce plateau l'appétit des populations, nous préférons inviter toutes ces populations demain à venir suivre les débats qui verront la participation d'éminents universitaires et des personnalités qui ont été triées sur le volet et qui sont des différents secteurs d'activité comme la police pour la sécurisation des frontières, les affaires étrangères pour la sécurité des documents de voyage comme le passeport dont vous venez de parler, etc. Voilà, madame. Sera tout. Je vous remercie parce que je voudrais terminer simplement en disant que les journées CEMAC vont être essentiellement ponctuées d'un concert de musique d'Afrique centrale. Oui. Ce concert aura lieu à Rambo à partir de 20h. D'accord. Et nous invitons donc le public à assister nombreux à ces manifestations. Merci Monsieur Ndjembi. La Gabon Télévision va vous accompagner dans cette activité. Et puis Libreville, la capitale gabonaise, a abrité ce jour la réunion des comités administratifs et techniques de l'Union panafricaine des postes. Une rencontre qui a permis aux postiers africains de faire le tour d'horizon de leurs problèmes spécifiques. Le point avec Jean-Augustin Diengué. C'est en présence des postiers africains que s'est ouvert les travaux de la réunion des comités techniques administratifs de l'Union panafricaine des postes, dont le but est de rentabiliser les expériences et des meilleures pratiques en matière postale en Afrique. C'est le président directeur général de la Poste gabonaise qui a planté le décor. La dégradation des activités postales que traversent nos entités nécessite de plus en plus des stratégies sans cesse actualisées, adaptées, qui impliquent au plus haut niveau les plénipotentiaires, c'est-à-dire nos ministres, pour que, au mieux, celles-ci soient insérées dans les politiques de développement de notre secteur. La secrétaire générale de l'UPAP a quant à elle remercié les autorités gabonaises pour la tenue de ces assises à Libreville et profité de cette tribune pour faire un bilan à mi-parcours des œuvres du programme de l'UPAP depuis 2008. Le ministre gabonais en charge des postes, qui avait à ses côtés son ministre délégué, a dit tout l'intérêt de cette réunion. Les travaux des comités techniques qui s'ouvrent ce jour à Libreville sont donc d'une importance considérable. Ce sera l'occasion pour les ministres des pays membres en charge des postes
d'évaluer les progrès réalisés depuis les assises du Caire en 2008 et de fixer les nouvelles orientations pour les 4 prochaines années. Aussi, je voudrais inviter tous les participants à faire preuve de professionnalisme et de sens critique dans l'examen et le traitement des points inscrits à l'ordre du jour de vos travaux. Je déclare ouverts les travaux des réunions des comités techniques et administratifs de l'Union panafricaine des postes. Rappelons que ces travaux qui prendront fin vendredi prochain se tiennent en prélude à la conférence des ministres en charge des postes qui se tiendra en juillet prochain à Addis Abeba en Éthiopie. La note politique avec la tenue du 3e congrès ordinaire du CLR qui tiendra ses assises à Libreville du 31 mars au 1er avril 2012. Le comité d'organisation a convié la presse à un déjeuner, une occasion de présenter au public l'état d'avancement des préparatifs du congrès du parti. Bélin Bekita. Il s'agissait pour le comité d'organisation du Centre des libéraux réformateurs d'échanger avec la presse nationale sur les différents aspects du 3e congrès du Centre des libéraux réformateurs qui tiendra ses assises du 30 mars au 1er avril 2012 à Libreville. Après les congrès de la confirmation tenus en 1998 et celui de la maturité de 2004, le congrès de 2012, placé sous le signe de l'espoir, sera une tribune idoine pour mener une réflexion profonde sur le fonctionnement du parti. Nous sommes donc un parti qui s'arrête un instant, conformément au statut, qui essaie de regarder aussi bien en interne que autour de soi, pour pouvoir mesurer exactement ce qui a déjà été fait, éventuellement dans l'esprit de pouvoir faire des perspectives. Nous avons été aux élections, vous le disiez tantôt, nous sommes sortis de là avec un député, c'est vrai, mais je crois que l'esprit premier en politique, c'est la mesure de la valeur sociologique. Au sortir des législatives de décembre 2011, le rassemblement des céléristes qui verra la participation des délégations provinciales permettra de consolider les acquis de ce parti, membre de la majorité républicaine pour l'émergence. Notre travail abattu durant ces 6 années ne saurait se mesurer au seul élu à l'Assemblée nationale que nous avons. Mais nous prenions d'autres indicateurs, notamment sur le plan national, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas aujourd'hui à nous mordre les doigts. Si l'on fait réellement en termes de valeur vénale le nombre, j'ai envie de dire, d'électeurs qui auraient porté leur suffrage aux partis politiques au sorti de la consultation du 17 décembre, ma foi, je suis sûr que le CLR ne se situe pas loin de la 2e. Le programme des festivités prévoit, après la cérémonie d'ouverture par le président du parti, Jean-Boniface Asselé, des travaux en atelier, des plénières, ainsi que l'inauguration d'un cadre surprise de ce congrès des céléristes. Ce communiqué de dernière minute, le camarade Ekosi Kondondo Olivier, un membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, l'honorable député Ndekaino Marguerite, membre du Conseil national, et le vénérable sénateur Koula Gabriel Magloire, membre du Conseil national, convient à une importante réunion de concertation qu'ils présideront le jeudi 15 mars 2012 à 17h au siège du parti 6 au quartier Lui. Les camarades membres du Conseil national, du comité central, les militantes et militants du PDG, des fédérations départementales D et E et G du district de Ndangui et au Gouermont, résidant ou de passage à Libreville. L'ordre du jour étant très important, la présence de tous est vivement souhaitée. C'est sur cette note que nous nous séparons. Merci pour votre attention. À demain à 20h.